Vous êtes psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris. Vous avez commencé votre expérience professionnelle dans les milieux hospitaliers en ayant comme souci constant d'être présente aux malades dans leur quotidien. L'observation, la curiosité et le plaisir de la découverte ont toujours motivé votre travail. Vous êtes formatrice à la FOBEB, Association francophone de formation à l'observation des bébés. Vous faites partie du GERPEN. Et vous tenez un séminaire à la SPP, Regard croisé, attaché à la compréhension de la clinique contemporaine, avec l'apport des nouvelles découvertes autour de la préhistoire de l'être humain qui vient au monde. Vos références théorico-cliniques, au-delà de Freud, sa première mais aussi sa deuxième topique, s'inscrivent dans la pensée de psychanalystes post-freudiens comme Bion, Winnicott, Klein, Anzieux. En partant de ces observations cliniques, Freud découvrait et formulait les principes psychanalytiques et la théorie constamment remise à l'épreuve de sa clinique. Votre démarche répond et poursuit cette exigence et le chemin entrepris par Freud. L'expérience, en particulier au chevet des bébés avec leurs parents et des adultes en grande difficulté psychique, vous a permis de réfléchir au niveau archaïque du fonctionnement psychique chez tout être humain. Cela pour améliorer notre connaissance des problématiques limites, mais aussi des moments limites dans la clinique psychanalytique. Vous reprenez pour vous un souci constant pour Freud, rendre possible la cure. Cela vous a amené à un travail de recherche et d'écoute particulièrement ouvert à l'évolution de la clinique actuelle. Face à l'importance des pathologies limites, narcissiques, psychosomatiques, vous questionnez. Notre objectif institutionnel serait-il devenu la formation de spécialistes d'une maladie en voie de disparition si nous refusons de voir les modalités d'expression symptomatique différentes actuellement dans les demandes de psychothérapie et ou de psychanalyse qui nous sont adressées? En réalité, dans les cabinets d'analyse d'aujourd'hui, on oriente l'écoute vers la complexité des psychismes, la sexualité infantile qui s'exprime chez tout adulte, certes, mais aussi les traumatismes précoces de l'accueil de l'enfant au monde, les transmissions transgénérationnelles inconscientes, l'archaïque. Avec ce livre, vous nous amenez à sortir du piège de l'excessive spécialisation du champ de recherche qui nous empêche de voir le point de butée de chaque champ et l'enrichissement apporté par chaque nouvelle découverte. Comme le dit René Roussillon dans sa préface, ce livre contient un impressionnant relevé de la littérature des 30-40 dernières années de travaux consacrés à la vie fœtale, comme aux toutes premières années de la vie du bébé, en prenant en compte l'ensemble des données, des disciplines de recherche différentes, comme les neurosciences, l'obstétrique, le développement, etc. L'intérêt étant de développer une métapsychologie de l'archaïque prenant en compte le bébé et les réponses de l'objet primaire. Émerge la conviction qu'il existe une pulsion que vous appelez tact-pulsion, précédant la pulsion sexuelle, en quelque sorte la préfigurant. Elle va se décliner par la suite avec ou à partir de celle-là. Tact-pulsion est un maillon, vous dites, entre somatique et psychique, qui commence autour des 8 semaines du développement fœtal en utero. Il s'agit d'une poussée à toucher dont la destinée est de devenir attachement et tendresse, action d'attachement et sentiment de tendresse. La théorie tact-pulsion s'appuie sur les découvertes récentes concernant la vie prénatale autour de la perception intra-utérine. Une pulsion à toucher donc à la base du développement émotionnel et cognitif et du fonctionnement psychique, à la base des modalités sensorielles et perceptives et in fine réflexives. C'est une perception de données sensorielles qui produit des connaissances et des traces de mémoire. L'être humain va les retrouver après la naissance et va devoir se débrouiller avec tout le long de sa vie d'adulte. La poussée de toucher est donc pour vous une recherche de contact et la preuve d'un traitement psychique d'un éprouvé corporel. L'action cherche à se reproduire, ce qui peut nous laisser penser que la répétition du Forda vient de cette expérience première. Vous direz si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Le mode de perception amodal va permettre de trouver et de transformer la nouvelle sensorialité.
Le premier modèle de rencontre est basé sur le toucher-lâcher, présence-absence de contact à la base de cette trace initiale qui va constituer la mémoire de forme. C'est la première exploration sensible de l'environnement et par la connaissance des limites, des cavités et des creux, une expérimentation du dedans-dehors, du soi-autre. Il est essentiel de comprendre que ce mode de contact est déjà là à la naissance et donc que l'autre est déjà là. La découverte des neurones miroirs grâce aux travaux sur les singes a mis en évidence l'importance de l'imitation dans la communication, y compris d'une imitation simulée cérébralement comme un effet de contagion émotionnelle à la base de l'empathie. Dit à page 159. Vous postulez une carte d'identité rythmique fondée sur la modalité de contact avec l'autre à partir de l'expérimentation, de la connaissance et de l'éprouver du plaisir. Page 164. Mais dans la première rencontre entre le nouveau-né et l'objet de la poussée, la poussée à toucher peut manquer son but et faire face à l'insatisfaction et à la frustration. Les traumatismes qui ont été vécus par la mère et qui se feraient un chemin au moment de la grossesse laissent des traces dans les modalités de rencontre avec l'objet. L'accordage nécessaire peut être entravé. Le nourrisson va se trouver confronté à un environnement plus ou moins bon, en paraphrasant Winnicott, au message énigmatique de la sexualité des parents, aux transmissions transgénérationnelles, au traumatisme. Voilà. Quelles sont alors les perspectives cliniques de cette hypothèse, tacte-pulsion? Notre écoute du patient, notre façon d'intervenir, d'interpréter, se doivent de prendre en compte ce besoin de rencontre et de contact. Analyste patient, qui tout en excluant le contact physique, privilégie une rencontre basée sur la tendresse de l'analyste vers le patient, l'accueil avec les émotions partagées, non intrusif, mais accompagnant la capacité d'autoréflexion du patient pour permettre des transformations. Cela demande de ne plus penser la relation analytique en ayant en tête le risque de la séduction ou l'idée de transgression liée, elle, à la sexualité. S'il y a un défaut d'introspection de holding, le lien émotionnel partagé reste essentiel dans la rencontre avec un patient. Il s'agit de s'appuyer sur un dialogue des émotions, comme le montre déjà votre texte paru dans la Revue française de psychanalyse en 1989, et sur une identification au ressenti émotionnel du patient à un niveau inconscient au-delà des mots. Alors comment le concept de neutralité peut-il se concevoir quand nous savons combien la subjectivité de l'analyste intervient dans le processus de transformation à l'œuvre dans la cure? Nous ne pouvons pas faire l'abstraction, voire nier l'existence de l'émotion dans le couple analytique. Bion parlait de proto-émotion. Freud était très actif et pédagogue. Il suffit de lire les notes de l'homme aura, et Lacan très actif aussi dans les manifestations de sa présence. L'émotion du patient trouve dans l'écho que le transfert fait vivre à l'analyste une possibilité de représentation. Percevoir, ressentir, dire, interpréter les émotions, comme les manifestations corporelles, amène toujours à réfléchir aux émotions inconscientes qui les sous-tendent. L'enjeu étant de faire émerger une véritable position subjective face aux difficultés de symbolisation et au clivage, en restant capable d'entendre les effets des traumatismes, y compris dans des structures névrotiques. Alors, pour bien dire, parce que je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez dire vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et que je trouve ça montre bien ce que vous voulez dire. Donc, page 233, l'opéra de la rencontre, un modèle de la communication intersubjective empathique. Comme dans l'opéra, nous avons affaire à 3 niveaux indissociables de la communication. Le livret, soit le texte, le sens, le manifeste, l'histoire racontée, celle qu'on peut écrire. La musique, c'est-à-dire la prosodie,
véritable ligne musicale du texte, les accentuations, les intonations montantes, descendantes, les pauses, les accélérations du débit. Enfin, la mise en scène, équivalent à la mise en espace corporel, danse, gestique, posture, rapprochement, éloignement, mais également aux micro-manifestations corporelles, clignement des yeux, détournements posturaux discrets qui véhiculent le lâchage. On a ainsi un niveau profond, souterrain, clandestin, inconscient de la communication entre deux personnes, qui plus qu'à une danse s'apparente à un opéra. Le toucher corporel, sensoriel, devient toucher émotionnel et informe sur le tenu et le lâcher du contact dans la relation. En termes psychanalytiques, le niveau du livret est celui des représentations des mots, et les deux niveaux de langage non verbal, celui des représentations de choses dont on voit bien qu'ils recouvrent des formes très diverses. Dans ces deux niveaux du langage non verbal, corporel, c'est le rythme et le territoire qui sont les vecteurs essentiels de la communication. Le rythme du tenu lâché, principal vecteur de la rencontre entre deux personnes, communique à l'insu de l'émetteur des affects non élaborés qui seront reçus par l'autre, également à son insu. Les sens véhiculés par ces différents niveaux peuvent être convergents, s'étayer les uns les autres pour renforcer le sens langagé, ou au contraire être divergents, exprimer l'ambivalence, le conflit interne. En particulier, les affects qui n'ont pu accéder à un niveau de symbolisation par le langage vont être communiqués par la ligne de fond musical et corporel et par son décrochage par rapport au niveau manifeste du texte. Ainsi, la fermeture, le lâchage se communiquent par le langage du corps à travers des microsignes, comme dans la communication entre mère et bébé. Les niveaux musique et danse dont parle Donald Meltzer traduisent les aspects de communiquer malgré soi, dont le contenu n'a pas forcément été traduit, ou pas totalement, dans la symbolique des mots. Voilà. Merci beaucoup de lire ça avec un accent magnifique, qui est la musique même là du langage. Voilà. Bon, tu avais des choses à dire. Je ne sais pas, peut-être que vous voulez tout de suite réagir à ce que vient de dire Fulvia. Quelles sont les habitudes de ce pays? Qu'est-ce qui vous intéresse? Merci beaucoup, Fulvia, tu as fait un résumé, une présentation très exhaustive de l'ensemble des choses que j'ai racontées. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? De quoi vous voulez qu'on discute? Je vais y aller un peu. Je vais dire ce que moi j'ai ressenti. Allez. Dire ce que moi j'ai ressenti. Très bien. Voilà. Alors déjà, pour dire en deux mots comment le livre est structuré, il y a trois grandes parties. Avant la naissance, la vie fœtale, qui récapitule, cette partie récapitule un grand nombre d'observations, faites depuis une trentaine d'années, principalement à partir de l'embryologie, et qui propose un certain nombre d'hypothèses fondatrices du concept de tact-ponction. Alors, la deuxième partie, c'est la vie à l'air libre, qui couvre la période de la naissance, disons, jusqu'à l'Oedipe, que vous interprétez autour du principe de contact comme une extension du tact. Et enfin, il y a l'opéra de la rencontre, mais Fulvia l'a largement entamé en citant votre texte, dans la vie et chez l'analyste, dans laquelle vous développez un modèle pour la communication intersubjective et surtout vous en déduisez des principes cliniques adaptés au type de patient et de pathologie que l'on rencontre de plus en plus. C'est considérable. L'ensemble est considérable. Alors peut-être en raison de cette ambition, moi je trouvais que le livre est d'abord très difficile. J'ai mis beaucoup de temps à essayer de me dégager de la sensation d'être pris sous une avalanche de savoir, de références, de citations. Peut-être est-ce que c'est ça le prix de la transdisciplinarité? Bon, je ne suis pas vraiment parfait. Mais
je me suis posé la question, pourquoi? Une raison, peut-être que je ne suis pas familier de chacune des disciplines auxquelles vous vous référez, et dont on voit que vous les avez travaillées beaucoup. Alors, il y a quand même pour moi le plaisir de la découverte. Mais en même temps, comme une impression de me retrouver très loin en arrière, au temps de l'enfant confronté à des savoirs inconnus, aux sources de la pulsion de savoir, avec tout ce que ça peut comporter. Bon, mais je me suis quand même laissé apprivoiser, par bien des aspects. La somesthésie, qui est le système sensoriel du corps, est le premier système sensoriel à être opérationnel. C'est ce que vous expliquez. En son sein, le tact, première sensation, s'avère être vital. On peut vivre sans la vue, sans l'ouïe, sans l'odorat, sans le goût. Mais il est quasiment impossible de vivre sans la sensation tactile. C'est donc un besoin vital. La sensation tactile, c'est celle qui permet de ressentir la chaleur, la pression, la douleur, etc. Donc il y a là un besoin fondamental pour la survie. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous privilégiez le tact comme support d'une pulsion première constituant la base du fonctionnement psychique. Donc là, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ce n'est pas cet aspect vital que vous avez utilisé, mais quelque chose d'autre. D'autres auteurs que vous citez privilégient d'autres sensations, comme l'olfactif, l'ouïe, ou d'autres fonctions comme la succion, et qui disent « Ah ben c'est la base du fonctionnement psychique ». Alors est-ce que c'est parce qu'on peut voir les mouvements du tact, de la sensation tactile à l'intérieur du flocon de la matrice, et que, comme vous le dites, on peut interpréter. Ça, au moins, on peut interpréter. Alors qu'il est probablement plus difficile d'interpréter d'autres fonctions. La répétition de l'action de déglutir, de sucer, en lien avec la constitution des tissus externes et internes. Ce qui pourrait être de l'ordre d'une articulation entre les systèmes proprioceptifs et interoceptifs. L'hypothèse se vérifie par les conséquences qu'on peut en tirer. Donc vous développez beaucoup les conséquences que vous tirez de cette hypothèse. Mais en psychanalyse, la preuve est difficile à faire, peut-être impossible. C'est notre foi dans l'inconscient qui fait preuve. Alors à défaut, il y a la confiance et le transfert, et donc il faut vous suivre. Et je vous ai suivi dans bien des aspects de votre démonstration. Car j'ai finalement retrouvé beaucoup de développements et d'hypothèses que j'avais déjà trouvés chez d'autres, même s'ils en tirent d'autres conclusions. Donc finalement, ça fabrique un ensemble assez cohérent, auquel on peut se retrouver et se référer. Et en particulier sur ce que j'appellerais avec d'autres la construction des savoirs ou des compétences du bébé. Si le bébé naît avec des savoirs ou des compétences, ça suppose bien évidemment un processus de maturation antérieure qui lui permet de disposer de ces compétences. Dès les premiers instants de la vie, processus qui donne une large place au couple action-réaction, essai-erreur, plaisir-déplaisir. Et pourquoi pas de l'ordre d'une recherche d'interprétation des données et des événements de l'environnement, en vue de l'adaptation, de l'évitement, de la reconnaissance par ce même environnement. Interpréter, se faire interpréter en fonction des ressources dont on dispose. Faire une supposition de savoir, c'est faire une supposition de sujet. Ce qui est par exemple essentiel pour travailler en néonatalité. Et ce n'est pas pour autant relativiser toutes les étapes de la construction subjective. D'ailleurs, vous parcourez tout le trajet. J'ai donc beaucoup appris, beaucoup retrouvé des éléments que j'avais un peu oubliés. Mais je suis resté troublé, parce que je lis comme des remises en cause de certains fondements de la psychanalyse auxquels j'étais habitué. Alors, je pense en particulier à une affirmation très péremptoire selon laquelle il n'y a pas de narcissisme primaire. Page 116. C'est au terme d'un raisonnement bref. Vous y allez franco et cash.
une approche que vous qualifiez vous-même de logique, que vous arrivez à cette conclusion. Alors, tout ce partage repose sur une lecture des notions et concepts de pulsion, source, objet, poussée, qui vous est propre, qui n'est pas sans soulever de débat. Vous-même, vous vous situez en accord ailleurs, page 206, avec cette formulation de Wallace qui semble dire autre chose. Penser la sexualité en passant par le père lui permet de se souvenir de la sexualité maternelle. Pour la première fois, il conçoit pleinement la mère comme autre. Vous voyez, on n'est pas exactement dans ce que vous avez vu au début, et donc j'étais un peu perturbé par peut-être par cette opposition. Mais vous allez me remettre d'accord. Alors, évidemment, on n'est pas ici dans un séminaire de théorie psychanalytique. Donc on ne va pas refaire la théorie des pulsions, ni le livre, ni tout le reste. La question, c'est plutôt pourquoi ça vous paraît nécessaire, ces remises en cause. Peut-être que c'est justement pour être en capacité de travailler cliniquement, etc. C'est pour ça que j'essaye d'avancer. Mais en fin de compte, je dirais que je retrouve dans votre livre cette idée que ce qui est le plus important pour la structure psychique, c'est ce qu'on est pour nous. Ce qu'on perçoit de lui détermine ce qu'on peut en attendre. Pierre Aulagnier dit, on l'a cité, la mère désire que l'enfant demande et l'enfant demande que la mère désire. Peut-être que c'est ce qui détermine votre conception de la relation thérapeute-patient, analyste-analyseur, qui fait donc l'objet de toute la troisième partie de votre livre, faire avec le désir de l'autre et intégrer la capacité de désirer ailleurs. Voilà ce que j'avais moi à dire et à vous poser comme question, c'est-à-dire est-ce que vous êtes un peu d'accord avec ce que je vous raconte? Merci beaucoup, c'est très troublant. Moi, je suis dans la phase après publication. J'ai l'habitude de discuter beaucoup des choses que je fais et que je pense, mais ça, c'est une expérience assez nouvelle. Et je suis extrêmement intéressée par ce qui m'est renvoyé et qui m'amène aussi à poser des questions. Pourquoi diable je me suis intéressée à ça? Alors le côté pavé est décourageant. Alors évidemment, je ne le perçois pas du tout, moi. Parce que moi, j'ai raconté les choses au fur et à mesure que je les apprenais. En gros, ça peut se dire à peu près comme ça. Et en suivant le fil de ce qui me passionnait au fur et à mesure que je me posais une question et que je cherchais à y répondre. Mais d'abord, et c'est vrai, il y a trois parties très différentes et très déséquilibrées, on pourrait dire, pour un livre écrit par une psychanalyste. C'est que la première partie, qui est la partie avant la naissance, ne fait pas du tout partie du champ des connaissances des psychanalystes. Ceux qui travaillent en périnate, et encore pas forcément, ne s'intéressent pas forcément à ça. Donc c'est un champ de connaissances, je ne sais pas quelles sont les vôtres là-dedans, mais qui sont des connaissances en général personnelles. Des connaissances en général, les femmes qui ont eu des enfants ont quelques idées un peu précises du développement des bébés, de ce qui se passe pendant la grossesse, si elles ont fait de l'autonomie, elles ont eu un certain niveau d'expérience aussi, mais ça ne fait pas partie de nos connaissances professionnelles. Ça ne fait pas partie des choses, en tout cas dans ma société, qui sont enseignées, qui font partie du cursus des analystes en formation. Alors, moi, je vais vous parler de moi, plus que le bouquin, vous le lirez, je vais vous raconter. Je vais me mettre là, un divan, là, combien d'analystes Non, je ne vais pas vous parler de mes parents, je vous rassure. Mais de ma démarche. Moi, j'ai commencé à travailler avec des patients très malades, des psychotiques, un hôpital psychiatrique, et j'étais intéressée, là, pour des raisons sûrement qui ont à voir avec papa, maman, voir la case psychanalyste avant. Je me suis toujours intéressée aux gens très malades. Et à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, j'ai cherché à aller au moins voir ce qui se passait. À l'époque, il y avait un service fermé où on voyait des choses absolument monstrueuses, des patients attachés au radiateur, enfin des trucs qu'on n'imaginait pas dans les années 70 que ça existe encore en hôpital psychiatrique. Donc avec des gens très malades. Et de mesurer à quel point j'avais pas les outils du tout pour travailler avec ces gens-là.
quand j'ai travaillé avec des enfants, ça a été pareil. J'ai travaillé avec des enfants autistes, très très psychotiques sans langage, des très très grosses pathologies. Et le sentiment, j'étais très jeune à ce moment-là, mais que ce que j'avais appris ne servait à rien. Moi, j'avais appris à écouter un peu, à parler un peu, à interpréter un peu. Qu'est-ce que je pouvais faire avec cet enfant qui s'agrippait à la porte, qui hurlait, qui vomissait? Je suis sortie de là en me disant qu'il faut que je change de métier. À l'époque, je disais ça comme ça, l'agriculture manque de bras, je vais me reconvertir. Je ne sais pas si c'est vrai que l'agriculture manquait de bras, en tout cas, j'aurais pas été une très bonne recrue, de fait, je suis toujours là. Mais en tout cas, ça m'a amené à chercher ce que je ne comprenais pas. Et là, j'ai été, donc là, à ce stade-là, en travaillant avec des états psychiatriques très graves, j'ai été vraiment d'une certaine façon sauvée par des rencontres. Et la rencontre, ça a été celle avec Geneviève Vague. Et Geneviève Vague, j'étais dans un monde qui était la folie, où je comprenais absolument rien. Qu'est-ce que j'étais censée faire avec cet enfant et les autres à l'hôpital de jour? Là, ça prenait un sens. Ça prenait un sens, et qui était un sens qu'on pouvait comprendre en étant attentif à ce qu'on allait voir et en accordant de l'importance à ce qu'on voyait. Ah, donc il y avait un langage qui passait dans le corps. Ah, donc il y avait des choses qui se disaient que l'enfant lui-même ne savait pas qu'il voulait dire, mais que si on était attentif, on pouvait mettre en forme, mettre en sens. Donc à partir de là, je me suis formée à l'observation, je me suis intéressée à l'observation. Et à l'observation de bébé, à comprendre et à voir ce qui se passait dans le développement d'un bébé. Ça, c'est l'approche d'Esther Bick, de l'observation de bébé. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous sont familières. Bon, c'est quand même une idée extrêmement puissante, qui est que il faut regarder avec attention, et que pour regarder, ça c'est pas Esther Bick qui le dit, pour regarder avec attention, mais moi je le rajoute, pour regarder avec attention, il faut se retirer de l'action. Il ne faut pas être engagé dans ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir une mission. Il faut être juste là pour voir l'ensemble des choses qui se présentent, sans essayer de les comprendre d'avance, de les interpréter d'avance. Là, c'est vraiment des choses extrêmement précieuses pour les psychanalystes, et qu'on doit d'abord regarder, d'abord être attentif, et que là, on va voir des choses. Si on a une posture ouverte psychiquement, on va voir des choses qu'on ne saura pas comprendre. Et c'est celles-là qui vont nous guider sur des sens éventuellement qui permettent de comprendre ce qui se passe. Alors, avec l'observation de bébé, on est quand même amené à se demander qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait ce bébé? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qui guide la compréhension autour de lui? Et comment ça commence qu'il montre des choses? Comment ça commence la vie psychique? Ça, c'est quand même toute l'évolution de la psychanalyse depuis Freud, de faire remonter plus haut dans le temps le sens pour la vie psychique. Bon. Les enfants, les malades psychiatriques, les grosses pathologies sont des résurgences de la période infantile, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe dans la période infantile oedipienne? Ah, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe avant? Et qu'est-ce qui se passe avant? Et qu'est-ce qui se passe à la naissance? Et qu'est-ce qui guide les liens à la naissance? Et évidemment, l'étape suivante, c'est qu'est-ce qui se passe avant la naissance? Et ce qui se passe avant la naissance, on a des connaissances maintenant qu'on n'avait évidemment pas il y a encore 10 ou 15 ans, et qui, je pense qu'il faut absolument les avoir si on s'intéresse à l'origine de la vie psychique. À l'origine de la vie psychique, qu'est-ce qui va guider cette vie psychique? Alors, en s'intéressant à ça, moi j'ai eu un raisonnement, j'ai suivi le fil de mon intérêt et de mon raisonnement qui était assez simple et assez basique, qui était, si on a dans l'idée que la vie psychique, c'est une transformation de ce qui est perçu somatiquement et qui va être transformé en mouvement psychique, alors à ce moment-là, il faut savoir quelles sont les premières traces, les premières manifestations de la vie somatique et les premières traces qui vont pouvoir être
transformé en quelque chose de psychique. Donc, qu'est-ce qui va être la première chose transformée? Quelle est la première sensorialité opérationnelle? Le bébé, quand il est né, à la naissance, tous ses sens sont opérationnels. Mais comment ça s'est développé dans le calendrier de la gestation? Et là, on est vraiment sur des connaissances qui sont les connaissances des embryologistes, des gens qui travaillent avec la prématurité éventuellement, mais pas du tout des psychanalystes. Or, je pense que c'est absolument fondamental, si on a dans l'idée que les inscriptions sont très précoces, s'inscrivent sous forme de traces mémorielles, on ne sait pas forcément très bien. On voit des choses qu'on ne sait pas encore expliquer. Ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant aussi. On voit des phénomènes, quand on observe la vie des bébés in utero, qu'on ne sait pas expliquer, parce que ce qu'on voit, théoriquement, ne devrait pas être possible. Avec, à 15 semaines, on voit des mouvements très organisés, des anticipations de mouvements, des intentionnalités, que théoriquement, le cerveau ne devrait pas être capable de permettre. Bon, voilà, on voit des choses qu'on ne sait pas expliquer. Ça, il y a vraiment quelque chose d'assez fascinant là-dedans. Mais si on a l'idée que les états les plus pathologiques sont, c'est un peu une théorie un peu simplicime, qui est la théorie de la fixation à des moments du développement, mais si on a cette idée que les états les plus pathologiques sont des états qui sont fixés dans des temps de développement très archaïques, alors c'est vital de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le développement, qu'est-ce qui était possible qu'il advienne dans le développement. Et ce dont on s'aperçoit si on se pose cette question-là, quelle est la sensorialité opérationnelle, la première, ça c'est une certitude, c'est pas une hypothèse. Dans ce que je dis, il y a des choses qui sont des hypothèses, il y a des choses qui sont des constructions, il y a des trucs qui sont plus ou moins bien étayés. Ça c'est sûr. La première sensorialité opérationnelle, c'est-à-dire à transmettre des informations, c'est la sensorialité péribuccale. C'est incroyablement précoce. Ça commence à se développer autour de 8 semaines de développement, on est grand comme ça. Le corps est ébauché, tout est anatomiquement en place, et dans des proportions où c'est vertigineux d'imaginer qu'il se passe quelque chose et de se dire ça a des conséquences. Il y a peut-être des choses qui s'inscrivent de ces traces premières, et ça se situe à 8 semaines de développement, entre 8 et 10 semaines de développement. Et c'est le premier. Donc pour moi, mon raisonnement, il est très simple. Certes, l'olfaction est très précoce, mais quand même postérieure. Donc moi, j'ai été un peu à la recherche, comme ça, de quel est la première matière à transformer. Alors, dire que la sensorialité existe, maintenant, il faut voir ce que ça permet. Ce que ça permet, on ne le sait pas très bien. Ça, c'est la partie très hypothétique de mon livre. J'espère beaucoup que ce sera confirmé, parce que je trouve que c'est une hypothèse magnifique. Mais bon, il est possible que ça ne le soit pas, que ça ne soit simplement pas possible de le voir et de le vérifier, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est faux. Mais ce qu'on voit possiblement à 8 semaines de développement, dans ces premières traces sensorielles, c'est possiblement, je suis plus prudente que ce que j'ai écrit maintenant, parce qu'on peut en discuter, il y a un biais qui est incroyable, qui est le biais qu'on connaît tous, vous savez, on a tous cette expérience-là. Ah, j'ai rencontré Machine, elle m'a dit ça. Une deuxième rencontre. Ah, j'ai rencontré Machin, elle m'a dit que... Ah, tiens, voilà une information qui est confirmée. Donc vous partez avec l'idée que cette information est confirmée. Vous rencontrez une troisième personne qui vous confirme la même. Finalement, quand vous avez fait le tour comme ça de 10 personnes qui vous confirment la même information, vous êtes sûr de vous. Ah oui, mais sauf qu'ils sont tous partis de la même source. Voilà. Alors ça arrive aussi de façon scientifique. Voilà. Et c'est vraiment une source de biais dans la pensée, la notre pensée quotidienne, et aussi dans la pensée scientifique. C'est absolument la même. Et là, en l'occurrence, c'est vraisemblablement quelque chose, c'est possiblement quelque chose de cet ordre-là. Ce qui a été décrit par Hooker dans les années 50 est repris sur le modèle de la confirmation par des sources différentes, qui se ramènent en fait vraisemblablement à une seule, c'est que la première réaction des embryons, qui ne sont pas encore des fœtus à ce moment-là, des embryons à la stimulation de cette zone péribuccale est une réaction de retrait. Voilà. Qu'on ne sait pas comment interpréter, on ne sait pas vraiment si c'est une donnée
réel d'observation, il faudrait des observations systématiques, ça va vraisemblablement être entrepris là. Et donc, de ce premier retrait, ce qu'on va voir ensuite, c'est que ça va être au contraire une recherche de contact. Dès le moment où le contact est possible, il est recherché. Ensuite, il est recherché, on voit les bébés faire des gestes comme ça, et puis ensuite, ça va se développer au niveau de la paume de la main, enfin bref, ça va évidemment s'étendre, mais ce qu'on va voir, c'est que ça va générer une recherche d'activité de contact. Et ça, c'est absolument stupéfiant. Si j'y avais pas pensé de façon à ce qu'on puisse l'organiser, mais si on voit, je vous invite à regarder sur Internet, sur YouTube, on a beaucoup d'accès maintenant à du matériel d'enregistrement échographique, et c'est très très impressionnant de voir, on peut dire, c'est une interprétation, mais c'est une interprétation qui est évidente. On voit des tout petits bébés de 10 semaines, de 15 semaines. À 15 semaines, l'ensemble, ça c'est vraiment important d'avoir ces repérages-là. 15 semaines, c'est à peu près ça. À 15 semaines, toute la motricité, je me tourne vers la psychomotricienne, toute la motricité est au point. Il y aura, c'est ce qui veut dire qu'on ne fera rien de nouveau, qu'on n'ait pas déjà acquis in utero à 15 semaines. Et on peut même penser, moi j'ai fait un stage chez une échographiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas embryologiste, je ne suis pas échographiste, je suis psychanalyste, je n'ai pas de compétences pour comprendre ces choses-là. Donc j'ai été faire un stage chez une échographiste, j'ai eu la stupéfaction qu'on a évidemment quand on voit ces salto, triple salto que font les petits bébés de 15 semaines. Moi, personnellement, si j'étais comme ça, je l'ai perdu. Hein. Je n'ai pas fait de formation d'artiste de cirque, donc c'est une motricité que j'ai perdue, comme la plupart d'entre nous. Donc on a développé des compétences qui vont être perdues, qui ne vont pas être utilisables ensuite. Mais ce qu'on voit comme activité organisée, c'est, on voit le bébé aller toucher dans le fœtus au ballon. Si c'est l'image que vous avez en tête, c'est François Farge qui a sorti ça, qui est quelqu'un qui est passé, qui a eu toute une émission de radio, là, in utero récemment. Voilà, qui est gynécologue et embryologiste. Et Nicole est une collègue à vous. Et donc il montre ça. Donc dans ce fœtus au ballon, qui est une image extrêmement impressionnante, c'est un bébé de 15 semaines, et qui a été, pour lequel on a fait une amniosynthèse, et à l'occasion de cette amniosynthèse, ça a déclenché un caillot sanguin qui les a beaucoup inquiétés. C'est pas prévu que ça arrive, et donc ils étaient plutôt inquiets, donc ils ont beaucoup surveillé cette grossesse. Et donc on voit ce bébé avec, ils ont appelé le fœtus au ballon parce que c'est la taille d'un ballon dans la main de ce bébé, et on voit ce bébé avoir des comportements très organisés, de palper ce ballon, de le toucher. Ça a une consistance bizarre. Est-ce qu'on peut dire que ça l'étonne? Ça, on n'en sait rien. Ça, ce serait une interprétation. Mais ce qu'on le voit faire, on le voit faire ça. On le voit l'attraper avec ses doigts. On le voit avoir des gestes différents. On le voit l'attraper avec ses pieds. Je ne sais pas s'il va devenir un grand footballeur. On le voit l'attraper avec ses pieds et le rapprocher. Tout ça, c'est exprimer des intentions. On n'en sait rien. Mais on voit l'action qui est faite et celle-là. Il y a des films qui sont très très remarquables, qui sont des comportements d'exploration du cordon ombilical. Ça fait penser au trajet de la bande de Mébius. Peut-être c'est déjà le cordon ombilical qui jouerait ce rôle-là. Et on voit ce bébé passer son doigt comme ça, hein, finir par attraper au point le cordon ombilical. Donc utiliser les objets de son environnement pour les explorer et pour jouer à des activités de prendre et de lâcher, de rapprocher et d'éloigner. C'est ce qui va occuper tout le temps de veille in utero. Et donc ça génère des connaissances.
vous voyez, ils ont... on a testé beaucoup les bébés à la naissance, et Stanislas Dehaene en particulier dit que les bébés arrivent au monde avec un sens du nombre. Un sens inné, on dit c'est génétique, ils savent compter jusqu'à 5 en tout cas. En général, les bébés ont 5 doigts et leur expérience. Et effectivement, d'avoir fait des choses avec leurs mains, d'avoir repéré leur tête, les mouvements sur la tête sont parmi les plus précoces. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, dès le moment où on s'interroge sur le début de la vie psychique, c'est qu'est-ce que ça génère, une expérience comme ça? Pourquoi c'est autour des fontanelles qui frottent avec leurs mains? Pourquoi? Vraisemblablement parce qu'il y a une aspérité, parce que ça entraîne une activité exploratoire. Il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va résulter de cette activité exploratoire? Déjà, ce qui va en résulter, c'est que s'il veut la refaire, il a le chemin. Tiens, il s'en souvient. Et il sait. Et donc, il va retrouver. S'il veut mettre son pouce dans la bouche, ah mais il ne va pas se tromper, il ne va pas se le mettre dans l'œil. Il ne va pas se le mettre dans l'œil. Non seulement ça, mais en plus, parce qu'il y a des études sur tout, c'est assez fascinant. Moi, j'ai trouvé ça fascinant d'apprendre tout ce que je raconte. Et je n'avais pas mesuré à quel point ça pouvait être un pavé qui allait tomber sur la tête ou sur les pieds. Ce qu'on voit quand ils sont dans des explorations comme ça, c'est qu'il y a, on voit qu'il y a une pensée qui se met en place. Alors ça, c'est hypothétique, ça peut être mystique. Mais quand il refait la même action, obligatoirement, il se sert du même mode d'emploi. Donc il l'a bien intégré. Et tiens, quand il refait la même opération sur le cordon ombilical, par exemple, mais pas exactement de la même façon, en faisant des petites variations. Alors si certains d'entre vous, si vous vous souvenez d'avoir étudié Piaget, c'est la démarche de Piaget, simplement on l'a fait remonter à la vie intra-utérine. Et de la même façon, pour moi, c'est clair, dès le moment où il y a une transformation des données sensorielles et une utilisation dans un but, on est dans quelque chose qui est une vie psychique, une intentionnalité et une recherche. Et je pense que le fait que je ne sais pas comment on pourrait imaginer des êtres qui soient pas, dont le contact ne soit pas le premier sens, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais en tout cas, le fait que le contact soit le premier est extrêmement lourd de conséquences. Parce que le tact, c'est vrai, j'avais pas cette idée qu'en plus c'est absolument vital, bien sûr. Mais le tact, c'est un sens qui est réversible. Je ne peux pas toucher, ça je ne vais pas toucher, je ne peux pas toucher sans être en même temps touché par le fauteuil. Donc c'est un sens qui inclut la rencontre. Et ça, je trouve que c'est vraisemblablement quelque chose qui porte l'ensemble. C'est pour ça que j'ai parlé de mémoire de forme. Je pense que ça porte l'ensemble de notre développement ultérieur qui va se construire sur ça, à partir de ça, évidemment en se diversifiant, évidemment en se complexifiant, mais l'idée de la mémoire de forme, c'est l'idée qu'il en reste quelque chose. Et qu'à travers tout le reste de notre développement, ce qui va être recherché, ça va être d'être en contact. Et de jouer ce contact. D'être en contact, perdre le contact, c'est ce qui se passe quand on danse, c'est ce qui se passe dans plein d'activités. Dans l'opéra de la rencontre, je me suis pas mal appuyée sur... Vous êtes dans une construction hybride des artistes et des psychanalystes. Alors je vais vous parler d'un homme de théâtre que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Jacques Lecoq. Voilà, Jacques Lecoq, voilà, qui avait créé une école internationale extrêmement réputée. Il est mort il y a quelques années, mais vous l'avez connu, cet homme-là? Je vous incite à chercher sur notre ami Google.
les vidéos et les conférences qu'a fait ce gars-là. C'est absolument extraordinaire. C'était un sportif de haut niveau qui a eu un problème physique, je ne sais plus lequel, et qui s'est reconverti, et du coup qui s'est reconverti dans des endroits de type aide à des gens en difficulté, et donc qui a utilisé, qui a beaucoup regardé le fonctionnement du corps, fait de l'enseignement sportif, et de fil en aiguille, en est arrivé, à partir de son observation du corps, à enseigner l'expression corporelle et à devenir lui-même un acteur et créateur d'une école de théâtre. Et la façon dont il montre, il fait des véritables one-man shows, c'est absolument extraordinaire. Et il dit, Jacques Lecoq, qu'on ne fait rien d'autre dans notre vie que pousser et tirer. Alors lui, il dit pousser et tirer. Moi, je dis tenue lâchée. Ben, dans le fond, c'est pareil. C'est absolument pareil. Et il a décrit ça de façon très graphique, comme il dit que toute notre vie, toute notre motricité, toute notre organisation corporelle et notre organisation de la relation avec les autres est organisée dans ce qu'il appelle une rose des efforts. Toute notre vie, on tire ou on pousse. Regardez ça sur ces vidéos, c'est formidable, et il montre comment il se transforme, il marche sur scène, et puis il se transforme en un petit homme timide, ou au contraire en gros sur de lui, donc sur des choses très caricaturales, mais sur des choses également beaucoup plus subtiles. Il faisait travailler ses acteurs avec des masques neutres. Donc ça, pour un acteur, ça peut paraître paradoxal, évidemment. Donc il leur a fait énormément travailler l'expression par le corps. Alors la question de l'expression ensuite et de l'expression par le corps, comment on va partir du toucher à l'ensemble de l'expression. Mais effectivement, c'est l'idée que, et c'est ce qui se passe avec le bébé in utero, quand il a intégré ce premier mode de contact avec le monde et avec lui-même, toucher, lâcher, toucher, lâcher, toucher, lâcher, ils passent leur temps à faire ça. Quand il a intégré ça, et qu'arrive un nouveau sens, le suivant qui va être nettement repérable, c'est l'audition. Qu'est-ce qu'il va faire? Les premiers sons qui vont arriver. Ça, c'est assez étonnant. On sait maintenant, on a vu, là aussi, on voit des choses tout à fait étonnantes. On a fait écouter des musiques par voie intra-utérine, et ils ont observé, moi j'ai vu ces vidéos, c'est absolument stupéfiant, ce qu'on voit de ces petits bébés qui commencent à entendre quelque chose, qu'ils n'entendaient pas avant. On les voit le traiter, c'est mon interprétation, le traiter de la façon dont ils ont traité les données sensorielles avant, c'est-à-dire les attraper avec la bouche. Les attraper avec la bouche, on les voit ouvrir leur bouche, tirer la langue le plus loin possible, et je pense que c'est la conversion du nouveau sens en une donnée ancienne. De la même façon, quand la vision va être opérationnelle, donc qui est le dernier sens à être opérationnel dans les derniers temps de la grossesse, ils ont eu l'idée, ils se sont demandé comment le bébé pouvait reconnaître le visage humain. Et si, sur le même mode que vous savez, l'image de la Gellstadt qu'on présente au bébé avec, c'est l'histoire de Spitz, le visage rond, et puis avec 2 trous et 3 trous. S'ils sont dans l'ordre anatomique, ça c'était les travaux de Spitz, si on présentait ces 3 trous sous forme de 2 yeux, une bouche, alors ça intéressait le bébé, il souriait. Si on les présentait dans le désordre, il s'en fichait. Eh bien, on trouve exactement la même chose in utero. Alors comment ils ont fait ça? Ils ont projeté sur le ventre de la maman des lumières, 3 lumières, sous la forme de la Gestalt, 2 yeux, une bouche, ou dans le désordre. Eh bien, si c'est dans l'ordre anatomique, les bébés sont passionnés et vont venir s'intéresser et se déplacer ou se tourner quand ils sont encore en possibilité. Et si c'est pas dans l'ordre anatomique, ils s'en fichent. Alors comment ils ont reconnu un visage qu'ils n'ont jamais vu quand il n'y a pas de jumeaux? Comment ils ont fait? Il n'y a pas de miroir in utero, hein, on ne peut pas avoir. Comment ils ont fait ça? Alors ou bien on dit circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à comprendre pour le psychisme, et tout ça est génétique et programmé, ou bien on se dit, ah oui, quand il a fait ça, il s'est fabriqué une image corporelle, et donc il peut la reconnaître. Et alors il y a un gars qui a consacré sa vie à ça, qui s'appelle
vous le connaissez bien, c'est Melzoff, puisqu'il travaille depuis 45 ans ou 50 ans sur la même chose. Donc on le connaît tous, et on le connaît tous, Melzoff, c'est celui qui a tiré la langue au bébé. Vous savez ça, si on tire. C'est celui qui fait que dès qu'on voit un bébé dans notre paysage, on va lui tirer la langue, parce que on voit qu'effectivement, le bébé va répondre en tirant la langue. Pas uniquement tirer la langue, c'est aussi, si on lui fait un sourire qui n'est pas anatomique, une position comme ça, on y voit. Ils vont réfléchir. Il y a un temps de latence, ça c'est la façon correcte de le dire. Moi je traduis réfléchir, il intériorise, et il fait la même chose. Pareil avec les mouvements de main, si vous faites bonjour à un petit bébé, regardez même un tout petit qui vient de naître, il n'a pas les moyens physiques de ses ambitions. Mais si vous regardez ses doigts, vous allez voir qu'il imite. Il fait tout ce qu'il peut pour imiter vos mouvements. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est... Donc Melzoff a beaucoup écrit là-dessus et beaucoup travaillé là-dessus. Et plus récemment, on voit le même Melzoff qui a pris 30 ans et qui a des cheveux blancs, et qui raconte qu'il a rencontré un bébé dont il était le premier partenaire humain qu'il rencontrait, c'est-à-dire qu'une maman sur le point d'accoucher a accepté que Melzoff soit le premier être vivant rencontré par son bébé. Et donc, ce qu'il lui a fait, évidemment, il lui a tiré la langue direct. Bienvenue petit bébé, il lui a tiré la langue, il était le premier bébé, la première personne qu'il voyait, et Melzoff dit, c'est une réaction d'identification. C'est dire, le bébé dit, je te reconnais. C'est pas une imitation, c'est une reconnaissance. Et ça, je trouve que c'est extrêmement juste et très conforme au fait qu'on voit et qu'on sait maintenant qu'in utero, les bébés développent beaucoup d'expériences relationnelles. Voilà, donc j'étais un peu longue, mais ça c'était vraiment... Moi je pense qu'il faut absolument qu'on connaisse ça, donc je suis dans quelque chose de très militant aussi, vous voyez. Et que du coup, c'est extrêmement utile dans notre clinique de se référer à ça, à condition qu'on le développe nous psychanalystes, comme un outil clinique. Et ça ne veut pas dire que on va devenir, que les psychanalystes vont se transformer en psychomotriciens, pas du tout, ou en kiné, ou en aptothérapeute, sauf ceux qui font une formation pour ça. Mais par contre, je pense que ça doit nous rendre extrêmement attentifs au langage corporel. Je vais vous dire un truc, je ne sais plus si si je raconte ça, je ne sais plus si ça fait partie des choses que j'ai apprises avant ou après le bouquin. L'étude qui a été faite par Vios Yvadon sur sa population, c'est la première échographie, on trouve une nuque un peu épaisse, donc qui est un signe possible de diagnostic d'une trisomie. Donc on dit à la maman, oh, il y a peut-être ça, on refait une échographie dans un mois, on ne s'inquiète pas jusque-là, et donc là on est au 3e mois. Une échographie un mois après, et on garde comme sujet d'étude les bébés pour lesquels il n'y a pas eu de problème. Donc on pourrait dire, 3 mois, il y a eu une inquiétude, 1 mois après, terminé, tout va bien. Et on observe ce qui se passe au moment où le bébé naît. Et on va trouver qu'il s'agit de bébés qui, statistiquement, vont être moins allaités. Il va y avoir moins de bébés allaités dans la catégorie des bébés pour lesquels il y a eu cette inquiétude. L'allaitement va durer moins longtemps. Ils vont être sevrés plus tôt. Chaque tétée va durer moins longtemps. C'est des bébés qui vont être moins pris dans les bras, pour lesquels il y aura des modifications dans tous les résultats du développement. Donc, c'est-à-dire qu'un événement qui est un non-événement, qui est considéré comme un non-événement, a des conséquences extrêmement marquantes. Alors, ce que ça dit, juste, c'est que tout s'inscrit vraisemblablement et que tout nous fabrique ce qu'on est dans notre singularité. Moi, je me le raconte comme ça, que c'est ça, la vraie diversité. Après, ça nous fait communiquer de façon aussi assez large, parce que c'est pas spécifiquement humain, ça.
Ce développement-là, il est commun, il y a des points communs entre nous et les mammifères en tout cas, certainement, beaucoup d'autres animaux vraisemblablement. Et pour moi, dès le moment où un geste est refait et transformé d'une autre façon, alors la transformation, c'est déjà une symbolisation. On peut en discuter à perte de vue si on considère que la symbolisation commence au niveau du langage, ça c'est l'optique piagétienne, au niveau du langage, et avec un certain nombre de fonctions qu'il avait appelées auparavant fonctions sémiotiques. Alors à ce moment-là, on ne sait pas quoi faire des premiers 18 mois de développement. Ne parlons même pas de ce qui se passe in utero. Moi, je sais que ça peut être très discuté, mais je maintiens vraiment ce point de vue-là. Je pense que ce que je prends en compte, c'est qu'il s'agit d'une symbolisation, on peut dire pré-symbolisation, parasymbolisation, prémisse de la symbolisation. Pour moi, c'est une transformation, c'est une symbolisation déjà. Et je trouve que c'est important de le garder comme ça, parce que c'est ce qui va donner, ce qui va nous permettre de reconnaître la fonction psychique, et qui va nous permettre de reconnaître ce qu'on voit comme des événements transformés, donc psychisés. Voilà. Un peu comme, si vous voulez, un enfant qui commence à dire papa, maman, on va dire oh, ça y est, c'est le langage. Ben, c'est assez différent du langage de l'agrégé de philo quand même. Mais on dit quand même que c'est du langage. Et je trouve que c'est important qu'on dise que c'est du langage, parce que ça reconnaît l'intentionnalité. Alors, on va travailler là dans mon séminaire, une collègue psychomotricienne a travaillé avec une éthologue qui est spécialiste des cétacés, que je vous recommande, qui s'appelle Fabienne Delfour, qui est absolument génialissime. Donc il y a vraisemblablement... Fabienne Delfour. Et il y a vraisemblablement... Fabienne Delfour, c'est Dans la peau d'un dauphin, je crois, c'est son bouquin qui vient de sortir il y a quelques mois, qui est absolument génial. Et donc on a la chance qu'elle vienne travailler avec nous, partager pour le moment ces questions, plus que ces découvertes. Mais pour revenir à quel est le milieu, le milieu utérin, c'est un milieu qui est plein de stimulation d'abord, évidemment, de tous les bruits de la mer. Alors on sait ça maintenant depuis les années 80, et Veldman, on sait ça depuis les années 80, mais maintenant on peut approfondir davantage parce qu'on a vraiment des images qui sont très stupéfiantes. Alors ils passent leur temps à des activités tactiles. Ils passent leur temps à des activités tactiles avec tous les objets qui sont à explorer. Il y a un bouquin que je vous recommande, d'ailleurs que j'ai amené pour vous le montrer, qui est celui de Alessandra Piontelli, qui est une psychanalyste italienne qui a fait sa formation à la Tavistock sur l'observation et qui a étendu l'observation de bébé bic, vous pouvez le faire si vous voulez, et qui l'a étendu à l'échographie, c'est-à-dire qui a fait dans tout un programme organisé des échographies qui durait 1 heure, c'est-à-dire une séance d'échographie qui était prise à l'intérieur. Et ce n'était pas elle qui faisait l'échographie, elle était juste l'observatrice. Et donc on a vu des choses de ce qui se passe là, et ce qu'elle a décrit, elle, est très intéressant parce qu'elle a aussi beaucoup observé de jumeaux, et elle a poursuivi les observations, évidemment avec l'accord des parents, elle a poursuivi les observations à la maison pendant 2 ans, parfois même pendant plus. Donc, ce qui est très remarquable, c'est que ce qu'elle a vu comme... il y a des personnalités du bébé. Par exemple, le bébé qui s'appelait le fœtus au ballon n'a pas été observé par Alessandra Piontelli, mais on ne sait pas s'il n'est pas resté intéressé par des activités comme ça. Mais elle a pu vraiment décrire des comportements répétitifs, de comportements de petits qui sont fanatiques du cordon ombilical. Ce que ça fait, par exemple, moi je ne savais pas ça, le cordon ombilical, ça n'a pas une donnée, une longueur anatomique déterminée. Ça va bouger suivant l'expérience. Et un bébé qui va être très intéressé à tirer sur le cordon ombilical, il y a des grandes chances qu'il fabrique un cordon ombilical plutôt long. Il y a des bébés qui sont très intéressés par le placenta, qui vont se blottir dans le placenta, le sucer
Et elle va décrire cette petite fille comme tout à fait obsédée des coussins après la naissance. Absolument. Intentionnalité, pour moi, il n'y a pas de causalité. C'est évident qu'il n'y a pas de causalité ni de phénomènes qui sont responsables d'entraîner des conséquences qui sont toujours les mêmes et qui se répéteraient. Je crois qu'on a affaire à des choses qui sont d'abord très peu connues, qui sont en train d'être connues et sur lesquelles on ne peut faire que des hypothèses. En bout de course, dans moi, ce qui m'intéresse, qui est d'une certaine façon d'extraire des choses basiques. Ce qui est à la base de l'intentionnalité, ben, c'est la pulsion. Je crois que c'est la pulsion. Je crois que c'est la pulsion. Clairement, je me situe du côté des pulsions de vie. Et très franchement, la pulsion de mort, j'en parle pas. Je ne sais pas quoi en faire pour moi. Je peux m'en passer tout à fait. J'ai pas besoin de la pulsion de mort. Ça n'est pas contradictoire. Il faut faire attention à ne pas avoir de certitude et à avoir juste des choses qui viennent alimenter nos pensées et nos hypothèses. Et les pensées et les hypothèses, elles viennent s'alimenter, pour moi c'est vraiment important qu'on ait ça, de champs différents. Et qu'on sorte des champs étroits de validation interne et tautologique. 100%, voilà. 100% d'accord. Mais ne cherchons pas des démonstrations et des preuves. Non, non, bien sûr, c'est des hypothèses. C'est des hypothèses. Juste l'autre chose aussi, pardon, que je dis aussi, pour moi ça fait un peu partie de la même chose. Souvent, dans les mises en garde, on dit qu'il ne faut pas être adultomorphe. Et je trouve, méfions-nous de l'adultomorphisme. Et ne prêtons pas au fœtus et à l'embryon, ne mettons pas dessus des projections anthropomorphes, pardon. Adultomorphes, c'est encore autre chose. Des projections anthropomorphiques. Or, je pense que bien sûr, il faut être prudent à ne pas plaquer des choses adultomorphes et effectivement des projections sur le bébé, mais néanmoins, ça n'a rien de très, à mon sens, extravagant de penser que le bébé humain a déjà une forme humaine. Oui. A déjà une forme humaine, et déjà adultomorphe, et déjà anthropomorphe. Ça me paraît assez logique. Et donc d'avoir l'idée de qu'est-ce qui donne une forme humaine qu'on va garder ensuite, qu'est-ce qui va être opérant, qu'est-ce qui va rester le plus... Vous savez, je vais en janvier faire une intervention, je suis invitée à Lyon, j'ai des gens qui travaillent avec... des populations vieillissantes et avec le grand âge. Et donc, qui s'intéressent, eux, je leur ai dit que ça m'intéressait beaucoup, que j'allais apprendre beaucoup avec eux. Je ne savais pas à quoi j'allais leur servir, mais que c'est sûr que moi, ça va m'aider. Dans la phase de vie dans laquelle je rentre, je vais sûrement avoir des choses importantes à apprendre. Mais ce qu'ils disent, eux, c'est qu'ils m'ont entendu déjà, c'est pour ça qu'ils veulent me faire venir, c'est que les choses qui restent sensoriellement dans le très grand âge ressemble tout à fait aux choses que moi j'ai décrites et qu'on décrit avec les bébés. Et en particulier la sensibilité tactile, on sait que c'est une des plus solides et qui est porteuse de traces les plus anciennes. Alors voilà, ça je pense que c'est utile de savoir ça. Je pense qu'il y a des choses qui sont utiles cliniquement. Avec mes patients, j'écoute. Qu'est-ce qu'on fait quand on a affaire à une jeune femme qui fait des fausses couches à répétition et qu'on lui conseille d'aller faire une thérapie? Qu'est-ce qu'on a comme idée? Qu'est-ce qu'on a comme idée quand on fait ça? D'où, effectivement, bien sûr, que si on fait ça, c'est qu'on a intuitivement l'hypothèse que je viens de vous formuler, à savoir que possiblement, une partie de ces fausses couches spontanées pourrait être liées à des bébés qui, pour des raisons qu'on ignore, ne peuvent pas faire cette appropriation du toucher, d'être au contact. Ceux-là, ils ne peuvent pas tenir, ils vont lâcher. C'est peut-être un pur délire de ma part, j'en sais rien. C'est une hypothèse, voilà. Tant que les hypothèses ne sont pas vérifiées, elles sont délirantes. Les enfants, je vais vous dire, avec les enfants, j'ai été en travail sur Skype avec un enfant qui était mutisme extrafamilial. Je l'avais en thérapie, il ne disait pas un mot. Quand on est tombé en confinement, je ne voyais vraiment pas ce que j'allais faire avec cet enfant-là. Je dis, ben, on va attendre. La maman a dit, oh, mais
Vous savez, il a l'habitude sur Skype avec les grands-parents en Roumanie. Bon, donc nous voilà partis avec un enfant mutique, en travaillant sur écran, avec un homme qui non seulement ne disait pas un mot, mais la première chose qu'il m'a montré, ça a été, il avait installé les voitures sur le bord de l'écran de télé. Donc moi, j'avais, ce que je voyais avec l'écran, c'était l'écran de la télé. Et je ne le voyais pas. Et je ne le voyais pas, mais je voyais des voitures qui se déplaçaient. Et puis qui finissaient par tomber à l'autre bout. Et du coup, j'ai intégré ça dans le matériel. J'ai pensé que ce qu'il me montrait, c'était ça. C'était que un écran noir et une voiture qui allait partir au milieu et tomber. Mais que d'abord, il me montrait un écran noir. Et que son silence n'était qu'un des aspects de cet écran noir. Ça a donné des choses, mais dont, pour moi, ça a été une période mais fascinante, d'une très grande créativité, parce que, ben, créativité, je ne sais pas, mais en tout cas où j'ai pensé des choses que je n'avais jamais pensées avant. Vous voyez. Donc ça a été vraiment... Et alors, ce que je voulais vous dire, là, de cette évidence, ça s'est fait comme ça, et je l'ai pensé en même temps que je le faisais, c'est que quand on est nez à nez comme ça, on est dans un rapprochement dans lequel on n'est jamais. C'est-à-dire que là, à 20 cm, quand on a un bébé dans les bras, ouais, on est à 20 cm. Quand on est soi-même un bébé dans les bras d'une maman, on l'a été aussi, on s'en souvient plus, mais on a vécu ça. Et puis dans les relations amoureuses, autrement, ça n'existe jamais qu'on se regarde à 20 cm. Donc c'est vraiment un attracteur extrêmement puissant d'expériences, je crois. Et je crois que ça fait remonter des expériences très très anciennes, parfois des expériences très traumatiques. J'ai quand même 2 histoires d'abus qui sont sorties là sur écran, et pas sorties avant. Et je pense que ça tient à ça, au fait qu'il y a une très grande proximité et que c'est vraiment, c'est paradoxal de dire que c'est l'outil qui permet de travailler la proximité. On va peut-être s'arrêter sur le chant, la voix, après le tact. Bon, on vous remercie beaucoup. On aurait pu continuer très longtemps. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de vous rencontrer, de m'expliquer. Merci, merci beaucoup.